Oui, merci Madame la Présidente. Nous examinons donc ce mercredi en Commission des Affaires sociales un rapport en effet très pédagogique relatif à l'instauration d'un salaire minimum au sein de l'Union européenne. Dans un contexte européen marqué entre autres par une sortie de crise difficile dans certains pays et un recours de plus en plus massif au détachement, cette question de la mise en place d'un salaire minimum européen refait surface régulièrement dans le débat public. Seuls, et vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, 21 des 28 pays membres de l'Union européenne, et peut-être 27 demain, disposent d'un salaire minimum légal en 2016, valable dans toutes les branches d'activité. En Autriche, à Chypre, au Danemark, en Finlande, en Italie et en Suède, il n'existe pas de SMIC valable pour tous les salariés. Le salaire minimum le plus élevé est celui de Luxembourg, 1922-1923 euros brut. Et le salaire minimum le plus faible est celui de la Bulgarie. Alors vous avez 184 euros, moi j'ai 215 euros, mais enfin en tous les cas, c'est le plus faible d'Europe. Celui de la France, je le rappelle, est fixé à 1466 euros brut. On parle souvent de l'Allemagne, qui est le dernier pays en date à avoir adopté un SMIC. Il a été mis en place au 1er janvier 2015. Son montant est de 1473 euros, mais il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Les chômeurs de longue durée ne peuvent bénéficier du SMIC qu'après 6 mois d'embauche. Les stagiaires ne peuvent pas en bénéficier. Et puis les saisonniers, les porteurs de journaux, où certaines branches ne l'ont pas encore mis en place, ne le mettront en place qu'au 1er janvier 2017. Lors de la campagne des dernières élections européennes, un relatif consensus semblait s'être dégagé sur la nécessité d'instaurer un salaire minimum européen. Le président de la Commission, vous l'avez dit, Jean-Claude Juncker, alors candidat, avait même plaidé pour un revenu minimum d'insertion et un socle de règles communes en matière de droit du travail et de licenciement. Il était en campagne électorale. De fait, l'Union européenne reste une zone de pays associés, mais quelque peu rivaux, aux réalités socio-économiques diverses, avec les risques souvent évoqués dans notre commission de dumping social et de concurrence déloyale. D'où l'intérêt de votre rapport, chers collègues, mais avec ses limites que vous avez d'ailleurs vous-même eu l'honnêteté de pointer. Moi, j'en vois au moins 3. La première, et elle est quand même de taille, l'Union européenne n'a pas de compétences en la matière. En l'état actuel des traités, une directive salaire minimum ne pourrait voir le jour. Alors pour vous, la volonté politique des acteurs pourrait suffire à dépasser les limites institutionnelles, mais l'expérience nous invite à être prudents et à ne pas leurrer les peuples. Il n'est qu'à constater les difficultés à faire évoluer la directive détachement, sur laquelle vous me permettrez de revenir en conclusion. Alors certes, le discours de Jean-Claude Juncker sur l'état de l'Union semble indiquer une volonté d'une Europe plus sociale, ça vient d'être rappelé, mais il reconnaît lui-même que les outils manquent concrètement, et c'est l'objet de votre rapport, vous faites des propositions concrètes. Alors s'il était décidé d'instituer un salaire minimum, la question se poserait immédiatement, vous l'avez dit, de son niveau. Vous reconnaissez vous-même que ce salaire minimum ne devrait pas nuire à l'accès à l'emploi ni à la compétitivité des entreprises, et vous préconisez un niveau adéquat dans chacun des pays de l'Union. Une note du Trésor de 2014 propose par exemple la fixation d'un salaire plancher exprimé en pourcentage du salaire médian de chaque pays, entre 45 et 50%, puis 55% à terme. Vous proposez, monsieur le rapporteur, de le fixer à un niveau se situant entre 50 et 60% du salaire médian, avec un mécanisme progressif pour certains pays. Et on est ici en fait au cœur de la difficulté. Le problème n'est pas le principe du salaire minimum européen, mais bien celui de son niveau. Si le plancher du salaire minimum européen est fixé à un niveau bas, il ne sera ni un rempart contre le dumping social, ni une garantie de sortie de la pauvreté pour les travailleurs concernés. Et s'il est trop élevé, il prend le risque de scléroser le marché de l'emploi et de pénaliser les pays dont le salaire médian est bas. Et cette question de salaire minimum européen elle est d'autant plus difficile à traiter pour la France, dont le SMIC s'établit à 60% du salaire médian et figure parmi les plus élevés d'Europe. Donc si le salaire minimum européen voyait le jour, son niveau plancher serait très probablement fixé plutôt à un niveau plus bas. Et une pression à la baisse sur le SMIC français ne serait pas exclue. Et ce n'est certainement pas votre objectif, monsieur le rapporteur, ni le nôtre, je vous rassure. Sans vouloir freiner votre enthousiasme, le réalisme nous impose d'imaginer que la volonté politique que vous appelez de vos vœux risque de se faire attendre. Vous parliez vous-même de moyen ou long terme. C'est la raison pour laquelle je nous inciterai davantage, chers collègues, à nous mobiliser collectivement sur une évolution dans les meilleurs délais possibles de la directive des travailleurs détachés.
Nous avons d'ailleurs voté le 13 juillet dernier la proposition de résolution européenne sur la modification de la directive sur le détachement. Monsieur Savary. La loi travail a renforcé notre arsenal législatif. Je cite deux de ces articles. Sur les chantiers du bâtiment ou de génie civil, le maître d'ouvrage porte à la connaissance des salariés détachés par voie d'affichage sur les lieux de travail les informations sur la réglementation qui leur est applicable. L'affiche est facilement accessible et traduite dans l'une des langues officielles parlées dans chacun des États d'appartenance des salariés détachés. Nous souhaitions au groupe aller plus loin avec notre amendement Molière, mais comme on n'a pas eu de discussion sur la loi travail, on n'a pas pu défendre notre amendement Molière. Mais c'est déjà un point positif. Et l'entreprise utilisatrice établie hors du territoire national qui a recours à des salariés détachés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire également établie hors du territoire national envoie au service de l'inspection du travail du lieu où débute la prestation une déclaration attestant que l'employeur a connaissance du détachement de son salarié. Voilà pour la loi travail et ça va dans le bon sens. Quant à la discussion au Parlement européen, vous y avez fait allusion, elle se poursuit avec deux co-rapportrices, dont Elisabeth Morin-Chartier, députée Les Républicains de la grande région Ouest. Les débats devraient s'étaler entre novembre 2016 et avril 2017, et c'est au Conseil européen que les échanges, à mon avis, seront les plus âpres, une dizaine de pays, notamment de l'Est de l'Europe, n'ayant pas l'intention de céder. Donc, cette révision de la directive détachement est pourtant un préalable à un retour souhaitable de la confiance dans nos institutions européennes. En conclusion, je voulais aussi souligner la qualité du rapport et de votre volonté manifeste de faire des propositions concrètes. Mais à mon avis, pour combattre la concurrence déloyale et le dumping social, nous devrions consacrer l'énergie de notre Assemblée à soutenir et à relayer celles et ceux qui en ont fait leur cheval de bataille de cette directive européenne et de cette évolution de la directive européenne détachement, toute sensibilité politique confondue, je le précise à cet instant. Il y a aujourd'hui deux types de concurrence déloyale. Les travailleurs détachés qui effectuent 55 à 60 heures par semaine et qui sont payés entre 35 et 39 heures. Et dans le bâtiment, par exemple, là où un ouvrier est payé entre 1,6 à 2 fois le SMIC en France, le travailleur détaché l'est au SMIC et ses charges sociales sont toujours celles du pays d'origine. À mon avis, c'est là qu'il y a urgence au changement, alors qu'une éventuelle convergence des salaires minimums au sein de l'Union européenne prendra, à mon avis, beaucoup plus de temps. Ça n'enlève rien à la qualité de votre rapport, mais je pense qu'il faut aussi qu'on travaille sur ce qui peut aboutir de façon plus rapide, parce que c'est une vraie difficulté pour faire aimer l'Europe, comme vous disiez, Madame la Présidente. Merci Madame Le Callennec. Juste une précision, on a eu 34 heures de commission sur le projet de loi travail. Cet amendement, vous l'avez défendu ou pas? L'amendement sur la directive détachée. Sur l'amendement? Vous ne l'avez pas présenté là? Et pourquoi? Ah ben, fallait le déposer en commission. Oui, mais vous pouvez aussi le déposer en commission. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais venir dire qu'on n'en a pas discuté, vous aviez un espace de discussion qui est la commission. Donc, mais je vous rappelle que c'est sous votre gouvernement qu'on a renforcé le pouvoir des commissions sur les textes. Donc je suis assez étonnée, vous voyez, d'attendre l'hémicycle pour poser des amendements, puisqu'on sait très bien qu'on part du texte qui est sorti de la commission dans l'hémicycle. Si vous aviez défendu cet amendement qui paraît vous tenir très à cœur, on l'aurait peut-être intégré, puisque vous présentez, on l'aurait intégré, ça partait en commission. Ah, mais vous savez... Je peux vous signaler qu'on a voté des amendements, Madame Le Callennec, nous avons voté des amendements contre l'avis du gouvernement dans cette commission qui sont restés dans la loi. Je préfère vous le dire. Voilà. Monsieur Claireaux.